Bonjour, docteur Sandrine Marlin. Merci de nous recevoir au sein de l'Institut Imagine. Une première question, car je ne connaissais pas cet institut. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'Imagine et quelle est votre fonction au sein de cet institut? Alors, Imagine est une fondation toute récente, puisque nous sommes arrivés dans ce bâtiment en février de cette année. Et en fait, le concept, c'est de pouvoir réunir à la fois la prise en charge et la recherche fondamentale dans les sujets de maladies rares. C'est-à-dire que dans ce bâtiment, au rez-de-chaussée, vous avez des consultations de médecins spécialistes et ultra spécialistes de certaines maladies rares. On appelle maladie rare une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Et de spécialités différentes. Donc, il y a les spécialistes. Souvent, ce sont des gens qui coordonnent ce qu'on appelle des centres de référence maladies rares, qui sont des centres vraiment très spécialisés dans la prise en charge et la recherche sur un type de pathologie. Il y a les consultations au rez-de-chaussée et le reste du bâtiment est dévolu à la recherche fondamentale sur les causes et les traitements de ces maladies rares. Donc en fait, on a vraiment tout le panel pour la prise en charge actuelle et à venir pour ces maladies rares dans ce bâtiment. Je suis ce qu'on appelle praticien hospitalier, c'est-à-dire que je suis médecin à plein temps à l'hôpital Necker, mais j'ai aussi du temps que je consacre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour l'étude génétique des patients adultes. Donc en fait, j'appartiens au service de génétique médicale de l'hôpital Necker, qui est dirigé par le professeur Arnold Munich. Et donc je coordonne ce qu'on appelle un centre maladies rares. En 2004, le gouvernement, le ministère de la Santé a souhaité que soient labellisés un certain nombre de centres pour diminuer l'errance des patients atteints de maladies rares en France. Ces centres doivent répondre à un certain nombre de critères qui sont évidemment la connaissance très pointue de la maladie ou du groupe de maladies, comme les surdités par exemple, c'est un groupe de maladies rares. Elle doit reposer donc avec une équipe qui fait à la fois de la prise en charge, mais qui est aussi adossée ou même pour lequel les médecins sont dans une équipe de recherche fondamentale qui étudie les causes et les traitements pour ces pathologies. Et donc pour les surdités génétiques, il y a un seul centre maladies rares qui s'occupe exclusivement de surdités génétiques que je coordonne. Je coordonne donc un réseau national avec 14 autres centres, ce qu'on appelle centres de compétences, qui sont en province, dans les principales villes de province, où j'ai mis en relation une équipe d'ORL au départ qui s'occupait des enfants, mais parfois ils s'occupent aussi d'adultes, et maintenant il y a des équipes d'ORL qui s'occupent d'adultes qui sont venus nous rejoindre, et un ou plusieurs généticiens du CHU, du même CHU. Et donc ce sont des gens qui vont travailler ensemble, les ORL vont adresser le patient au généticien qui est particulièrement formé par notre réseau sur les surdités d'origine génétique. Et ce praticien, généticien, qui n'est pas un chercheur, là, qui est vraiment un clinicien, qui va poser des questions, qui va examiner la personne, va essayer de trouver, de faire des hypothèses sur quelle est l'origine de la surdité de cette personne. Donc moi, je fais ces consultations à Paris, à Necker pour la partie surdité de l'enfant et à la Pitié-Salpêtrière pour la partie adulte. Je travaille en priorité avec le service d'ORL pédiatrique de l'hôpital Necker dirigé par M. Garabédian et avec le service d'ORL adulte du professeur Skerkes de la Pitié-Salpêtrière. Dans la présentation de 2004 que vous aviez faite lors de notre Assemblée générale,
vous parliez des débuts des tests génétiques de la surdité en France. Pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux 10 ans après, et combien de gènes responsables d'une surdité ont été identifiés? Sont-ils tous détectables par un examen? Alors, en fait, le premier gène responsable de surdité isolé, ce qui veut dire qu'une surdité sans autre signe clinique, sans autre problème, sans pathologie d'un autre organe, puisque un gène peut avoir une action extrêmement ciblée dans l'oreille interne et quand il n'est pas normal, n'être responsable que d'une surdité, mais aussi il peut avoir d'autres rôles et donc ça peut donner une surdité qui s'accompagne d'autres problèmes. Si donc on s'intéresse aux surdités isolées pour lesquelles le gène n'a une action que au niveau de l'oreille interne, le premier gène a été découvert en 1995. Il s'agissait d'un gène qui donne une surdité uniquement chez les garçons. Puis, en 1999, a été découvert un autre gène qui s'appelle la connexine 26, qui est responsable de la forme majeure des surdités de l'enfant, puisque ça représente un cas sur 3. Donc nous avons montré ça en 1999 dans le laboratoire de Christine Petit à l'Institut Pasteur. Depuis, il y a eu beaucoup de recherches et chaque année on découvre de nouveaux gènes responsables de surdité. Il doit y avoir à peu près, je dis à peu près parce que peut-être qu'aujourd'hui un nouveau gène a été découvert entre 85 et 90 gènes différents qui ont été montrés comme responsables de surdité sans autre problème clinique. Alors, ça c'est la connaissance théorique. Le problème est de passer à la pratique, puisque il y a une différence entre mettre en évidence un gène responsable d'une surdité dans un laboratoire de recherche qu'on fait sur certains patients ou sur quelques familles, et offrir cette possibilité de test génétique au plus grand nombre. Donc là, on passe d'un champ de recherche à un champ de pratique. Et là est le problème, puisque il est extrêmement coûteux, long et délicat de faire des tests génétiques. Donc, on a petit à petit, dans notre laboratoire, monté un certain nombre de tests génétiques. On en est à peu près à une quinzaine qu'on peut offrir d'une façon routinière, c'est-à-dire juste avec une prise de sang à la suite d'une consultation de génétique. Et là, j'insiste, c'est pas n'importe quel médecin qui va prescrire cet examen. Ça sera fait dans notre laboratoire. Et là, c'est vraiment un laboratoire de diagnostic. C'est un laboratoire médical hospitalier. Ce n'est pas un laboratoire de recherche. Jusqu'à maintenant, on en était là. Et depuis très peu de temps, on met au point une nouvelle technique qui adapte une technique qui a été utilisée au départ en recherche, mais maintenant qui va de plus en plus passer dans les laboratoires hospitaliers, qui consiste, pour un seul patient, à regarder des dizaines de gènes à la fois. Puisque avant, on était obligé de cibler la recherche sur un seul gène en fonction des critères qu'on avait. Par exemple, pour la surdité, quand commence cette surdité? Est-ce qu'elle s'accompagne d'une malformation de l'oreille interne? Est-ce qu'elle évolue? Quelle est la forme de la courbe de l'audiométrie? Voilà. Donc, mais bientôt, on espère bientôt, nous pourrons avoir une technique qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce que on a mis sur une sorte de puce des fragments d'ADN, les uns derrière les autres, qu'on peut analyser et qui sont des fragments qui correspondent aux gènes impliqués dans un certain nombre de surdités isolées. Et donc, on fait à peu près une quarantaine de gènes à la fois. Nous, on a choisi une technique qui nous permettra de faire à peu près 40 gènes à la fois. Dans un premier temps, les 40 plus fréquents, et sur une deuxième puce, on va dire une puce plus rare encore, des gènes un peu moins fréquentes quand la première est négative. C'est une technique qui a commencé à avoir jour dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, chez le professeur Richard Smith,
qui lui a une expérience un petit peu plus ancienne que la nôtre, mais chaque pays est différent, les gènes ne sont pas forcément les mêmes en fonction des ancêtres d'où on vient, et donc on ne peut pas calquer exactement ce qu'il a fait sur ce qu'on va trouver, même si on a des ancêtres communs entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, nous avons récemment reçu le matériel pour commencer ces tests. Il va falloir évidemment passer par une étape de mise au point. On va d'abord prendre des échantillons sur lesquels on sait ce qu'on va trouver pour vérifier qu'on le trouve bien avec notre première technique. Ça, c'est indispensable, puisque c'est une nouvelle technique, il faut qu'elle soit validée. Puis après, nous allons prendre des cas familiaux pour lesquels on sait que c'est génétique, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes dans la même famille, et pour lesquels on n'a pas résolu la cause, pour lequel nos tests, nos 15, le nombre de gènes qui étaient potentiellement responsables ne sont pas impliqués dans cette surdité. Et on va commencer par l'étude sur cette puce des cas familiaux. On va faire un stop, on va regarder ce qu'on trouve, et ça va nous permettre probablement de reclasser la priorité, de savoir par exemple, je pense que la connexine 26 restera toujours le gène le plus fréquent dans les surdités de l'enfant, mais par exemple dans les surdités progressives de l'adulte, on connaît un grand nombre de gènes, on en connaît une quarantaine, on sait que certains sont un peu plus touchés que les autres, mais on n'a pas assez de recul, comme pour les surdités de l'enfant, pour en être certain. Donc, cette étude-là, avec plusieurs gènes à la fois, va nous permettre probablement de remettre en priorité et de savoir quel est le classement en termes de fréquence, par exemple dans les surdités qui commencent à 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Voilà. Donc ça, c'est la technique d'avenir, mais c'est un avenir proche et on espère que ça va nous donner beaucoup de résultats. Je dois quand même vous dire que c'est une technique qui est aussi, non seulement c'est très délicat sur le plan technique, mais il y a une étape après l'analyse qui va être compliquée, qui est valider les résultats qu'on a. Parce que, pour résumer, nous avons 46 chromosomes par cellule, 23 viennent de papa, 23 viennent de maman. Sur chacun de ces chromosomes, nous avons des milliers de gènes. On en a à peu près 30 000 par cellule, fois 2, une copie papa, une copie maman. Chaque gène est fait d'un code. Donc, c'est comme si on faisait des phrases avec 4 lettres, un A, un T, un C, un G. Et donc, l'analyse génétique, c'est la lecture de chacune de ces phrases, de chacun de ces gènes. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche la différence par rapport à la phrase qu'on considère comme normale. C'est-à-dire qu'on va chercher une faute d'orthographe, une lettre qui va être remplacée par une autre, une lettre qui manque, une lettre en trop, schématiquement. Une fois qu'on trouve ça, il faut être sûr que ce qu'on a trouvé, cette variation dans le code, est vraiment responsable de la maladie. Parce qu'on a tous des écritures un petit peu particulières de certains de nos gènes qui ne vont pas du tout gêner le gène dans sa fonction, et donc l'organe va fonctionner correctement, et c'est juste une sorte de grain de beauté sur le gène, une petite particularité personnelle, mais ça ne va pas être responsable de la maladie. Donc autant certaines anomalies dans le gène sont certaines, par exemple quand il manque une lettre, ou quand il y en a en trop, dans la grande majorité, ce gène ne peut pas donner naissance à une protéine et donc ça ne peut pas fonctionner. Mais, par exemple, les changements dans les codes génétiques d'une lettre par rapport à une autre, ce qu'on appelle, je dis lettre, en fait, nous on appelle ça des bases, donc d'une base par rapport à une autre, par exemple un T à la place d'un A, une thymine à la place d'une adénosine, eh bien, il faut être certain que ce changement va entraîner une pathologie. Et donc là, ça peut être compliqué dans l'interprétation. Je vous fais ce bémol parce qu'il ne faut pas penser que c'est miracle, cette technique. Quel cadre légal
en France concerne le dépistage pendant la grossesse et dans quel cas est-ce autorisé? Est-ce qu'il est possible actuellement d'avoir un dépistage génétique durant la grossesse? Alors, tous les diagnostics prénataux, je parle de maladies génétiques en général, sont régis par une même loi, une loi d'éthique, qui est en fait une loi qui dit qu'on a droit de faire un diagnostic prénatal et donc, entre guillemets, une interruption de grossesse, puisque ça peut être le cas si le bébé est atteint, s'il y a un fort risque d'une maladie d'une particulière gravité non traitable au moment où on fait le diagnostic. Donc voilà, ça c'est les termes de la loi. Donc après, il n'y a pas de liste de maladies pour lesquelles on a droit de faire ça et pour lesquelles on n'a pas le droit. Comment ça se passe? Imaginons qu'un couple ait un antécédent d'une maladie X chez un premier enfant, ou qu'une des personnes du couple soit elle-même malade. Elle va voir un médecin qui va être le porte-parole de son dossier auprès de ce qu'on appelle un centre de diagnostic prénatal. Ce médecin étant dans un hôpital où il y a ce centre de médecine prénatale. Et devant une assemblée de médecins, on va présenter le dossier pour savoir si les médecins de ce centre considèrent que le dossier de ce couple répond aux termes que je vous ai dit. Fort risque, une maladie d'une particulière gravité, sans traitement actuel. Et là, si plusieurs personnes considèrent dans ce staff, dans cette réunion, que ça répond à ça, donc ça, il y a des critères, il faut que ce soit un certain nombre de personnes, il faut que ces personnes aient une agrémentation auprès du ministère de la Santé. Ça se fait vraiment très encadré, hein. Donc, si ces gens qui ont l'autorisation de donner cet avis sont d'accord, à ce moment-là, on fera un diagnostic prénatal. Et si le bébé est atteint, si le couple souhaite toujours interrompre la grossesse, on interrompra la grossesse. Ou, si ils le souhaitent, ils pourront demander à avoir accès à ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Diagnostic préimplantatoire, c'est une fécondation in vitro, donc c'est pas un bébé sous la couette, hein, comme je dis aux parents. C'est une fécondation in vitro avec un tri des embryons en fonction de est-ce qu'il est atteint ou est-ce qu'il n'est pas atteint. S'il n'est pas atteint, on le remet dans l'utérus de la maman et elle continue sa grossesse tranquille. Donc, en fait, la loi régit les deux pratiques. Donc, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, de liste de maladies pour lesquelles on est autorisé à faire ce diagnostic ou pas. C'est porté à l'appréciation de spécialistes de ces centres de diagnostic prénatal. Maintenant, si on veut répondre d'une façon générale sur les surdités, d'une façon générale, si une surdité est parfaitement isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre handicap, qu'on sait que c'est une surdité qui ne va pas s'accompagner d'autres maladies graves associées, il n'est pas habituel d'accepter les demandes de parents ou d'adultes qui demanderaient un diagnostic prénatal parce qu'on considère d'une façon générale que ça ne répond pas aux termes de la loi, que ce n'est pas une maladie d'une particulière gravité et qu'il y a une prise en charge en France qui est efficace et que donc on considère que ça ne justifie pas une interruption de grossesse. Donc, ça, c'est fait, ces diagnostics prénataux, que dans le cadre de maladies, ce qu'on appelle syndromiques, de surdité syndromique, avec d'autres handicaps, par exemple, surdité, handicap visuel, surdité, handicap mental, surdité, malformation grave d'un autre organe, ou pour des couples vraiment des situations extrêmement particulières pour lesquelles les circonstances ont fait que là, on considère que ce couple-là, pour ce couple-là, c'est d'une particulière gravité. Voilà. Puisque l'éthique, c'est aussi l'éthique de chacun et que donc, on doit juger dossier par dossier, famille par famille.
En 2004, vous disiez que les dépistages génétiques permettaient de faire de la prévention chez les membres d'une famille touchée. Que peut-on faire lorsque l'on constate la présence d'anomalies génétiques entraînant une surdité? Est-ce que la génétique peut permettre de mettre en place d'autres suivis que la surdité? Et peut-on prédire qu'une surdité risque d'être évolutive grâce à la génétique? Alors, un diagnostic génétique, ça permet quoi? Ça permet premièrement de savoir que c'est génétique, c'est-à-dire de mettre un nom sur la cause. Je me souviens du terme d'une maman qui me disait que pour son enfant qui avait une surdité et d'autres problèmes, le fait de lui avoir donné un nom de pathologie, elle savait maintenant quel était le grand méchant loup qui venait manger dans sa gamelle tous les jours. Et que pour elle, c'était super important. Voilà. Parce que souvent, les gens se posent des questions, ils se demandent s'ils n'ont pas fait, les mamans, des problèmes pendant la grossesse, des erreurs pendant la grossesse, ou après, telle personne pense que peut-être c'est parce qu'elle a pris tel médicament, ou a eu une activité professionnelle, ou fait du sport, enfin, plein de fantasmes qui s'arrêtent quand déjà on a une cause. Donc ça, c'est la première chose, avoir une cause. Deuxièmement, savoir si ça va évoluer ou pas, cette perte auditive, parce que effectivement, il y a des gènes qui entraînent des surdités très stables, et il y en a d'autres qui vont entraîner une surdité qui, à tout coup, va évoluer ou va fluctuer dans le temps. Donc ça, on peut donner un pronostic évolutif en fonction de l'atteinte génétique. Ça permet de savoir comment ça se transmet. Est-ce qu'il y a des risques de transmettre à un autre enfant, ou à des petits-enfants, ou à des frères et sœurs? Ça dépend de qui on va en consultation, mais ça répond à cette question-là. Ça permet de savoir s'il y a d'autres problèmes qui vont survenir sur le plan d'autres organes. Donc, quand il s'agit de prévention, la réponse est oui sur d'autres organes. Par exemple, il y a des surdités qui peuvent s'accompagner de diabète, qui peut survenir ultérieurement, ou de problèmes neurologiques, ou de problèmes cardiaques, etc., ou de problèmes rénaux. Évidemment, il va falloir surveiller cette personne, et si on fait cette surveillance très précoce, dès la toute petite différence, petite anomalie, on va pouvoir donner un traitement qui fait que cette maladie ne va pas évoluer. Donc, par exemple, pour des problèmes de thyroïde, si on voit qu'il y a un problème qui va commencer à survenir, on va éviter qu'apparaisse ce qu'on appelle un goitre, c'est-à-dire un gonflement de la thyroïde. Pour le diabète, on peut faire plus attention à l'alimentation quand on sait que cette personne est à risque de faire un diabète. On sait aussi, par exemple, il y a des surdités génétiques qui vont pas forcément chez la personne qui a l'atteinte génétique développer une surdité dès le départ, mais en tout cas, si on lui donne un type de médicament, comme elle est plus sensible à certains médicaments, là, elle va avoir une surdité profonde. Donc ça permet de dépister chez les enfants, de prévenir ça chez les enfants en disant tel et tel enfant est porteur de cette anomalie. Il faut absolument pas, sauf cas vital, utiliser ce type d'antibiotiques. Donc ça permet de faire des préventions comme ça. Aujourd'hui, on n'en est pas à pouvoir, chez l'humain, prévenir l'apparition d'une surdité avec de la génétique. Mais c'est probablement l'avenir. Là, effectivement, chez l'humain, donc ça veut dire qu'il y a déjà des choses chez l'animal. Hein. Oui, alors chez l'animal, il y a plusieurs axes de recherche. Il y a un axe de recherche qui permet d'essayer d'introduire un gène normal dans les cellules de la cochlée pour que ce gène normal puisse donner naissance à une protéine normale qui va faire refonctionner ou soutenir des cellules présentes, et donc cette surdité va être stoppée ou voire ne pas apparaître si on intervient précocement. Donc ça, c'est déjà des choses qui ont été faites chez l'animal. Par exemple, dans une forme de surdité de l'adulte, pour un gène qui donne une surdité de l'adulte, ils ont chez les tout petites souris qui n'avaient pas encore de surdité, réintroduit le gène dans les cellules de la cochlée, et ça a permis de ne pas développer de surdité chez ces souris. Donc
elles avaient l'atteinte génétique dès le départ, mais leur oreille interne a été traitée avant l'apparition de la surdité. Et donc, elles ne sont pas devenues sourdes. Donc ça, c'est le premier axe de recherche. Le deuxième axe de recherche, c'est un axe de recherche sur les cellules souches. Dans la cochlée, il y a un certain nombre de cellules qui sont des cellules qui ne se sont pas développées parce que naturellement, toutes les cellules ne se développent pas dans chacun des organes. Il y a une sorte de stock de cellules qui n'ont pas évolué jusqu'à devenir un organe mature, une cellule mature. Et donc chez l'animal, il a été chez le rat, ils ont rendu ce rat sourd avec des méthodes artificielles, avec ces fameux antibiotiques qui sont mauvais pour la cochlée. Donc toutes les cellules ciliées ont été détruites. Ils ont introduit un gène dans la cochlée qui a permis de faire repousser des cellules ciliées à partir de cellules, de cellules, ce qu'on appelle cellules souches. En fait, comme si on remontait dans le temps et qu'on faisait un embryon de la cochlée qui repart avec la création de cellules normales. Voilà. Et donc, ces ratons ont réentendu. Donc ça, c'est deux axes, en sachant que c'est peut-être deux axes qu'il faudra combiner, parce que chez une personne, par exemple, prenez un enfant qui naît sourd profond, dû à une anomalie génétique. Il faut non seulement recréer des cellules, mais en plus, il faut évidemment que ces cellules, on les corrige. Parce que si elles repoussent avec le même défaut génétique, ça ne va pas marcher. Donc il faudrait non seulement refaire créer des cellules ciliées par les cellules souches, mais en plus corriger dans ces cellules souches le défaut génétique. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à trouver les moyens d'introduire ce gène dans la cochlée, qui est quand même un organe très précieux, qui est très caché. C'est pas comme un œil où on a vraiment la possibilité d'introduire, vous voyez, des gouttes dans l'œil. Hein. Là, pour aller dans la cochlée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut trouver des moyens de pouvoir introduire ce gène à l'intérieur en fait d'un virus qui va infecter les cellules, mais qui n'est pas un virus qui va donner une maladie. On l'utilise simplement comme transporteur, hein, comme véhicule. Savoir comment est-ce qu'on peut introduire ce virus dans l'oreille sans léser l'oreille, que ça aille dans des cellules qui nous intéressent, parce que si ça va dans les cellules qui nous servent à rien, c'est pas la peine, dans un nombre de cellules suffisant et pendant très longtemps. Voilà. Donc tout ça, c'est des recherches qui sont faites actuellement chez l'animal et qui, quand même, sont faites pour que dans quelques années, il y ait des premiers essais thérapeutiques chez l'homme. Alors, je vais vous poser quelques questions qui nous ont été adressées par nos adhérents. Une personne nous a demandé si deux personnes sourdes sont porteuses d'anomalies génétiques différentes mais récessives. Donc, par exemple, la connexine 26 et le syndrome de Pendred. Est-ce qu'ils sont certains d'avoir des enfants entendants? Alors, d'abord, il faut expliquer ce que ça veut dire récessif, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que récessif. Il y a plusieurs modes de transmission d'une maladie génétique. Il y en a globalement 4. Il y a, dans les surdités qui commencent dans l'enfance, le mode de transmission le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle récessif. Ça veut dire que ça touche les garçons et les filles, puisque ce n'est pas lié aux chromosomes sexuels. Le gène n'est pas sur des chromosomes sexuels. Donc ça va toucher un petit garçon ou une petite fille. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 copies pour chaque gène. Pour les maladies qu'on appelle récessives, c'est-à-dire la plupart des surdités congénitales ou qui surviennent pendant l'enfance, il faut que les 2 copies du même gène soient anormales pour avoir une surdité. Si vous avez une copie normale et une copie qui n'est pas normale, vous êtes ce qu'on appelle porteur et vous ignorez que vous avez cette anomalie. Vous êtes parfaitement entendant. Il faut savoir que sur nos 30 000 gènes, on est tous porteurs de 100, 200 anomalies comme ça qui touchent qu'une seule copie.
Et donc, on ignore complètement qu'on a ça. Ça nous a été transmis. Mais si on ne rencontre pas un conjoint qui lui-même est porteur, on n'a pas de risque d'avoir des enfants atteints. Donc là, dans les maladies récessives, un ou plusieurs enfants de la même fratrie sont atteints, garçon ou fille, et les deux parents sont porteurs de la même anomalie génétique, ou du moins d'une anomalie dans le même gène. Mais en général, ils sont entendants, c'est-à-dire qu'ils ont une copie normale, une copie qui ne l'est pas. Et donc, à chaque grossesse, j'insiste, à chaque grossesse, c'est pas sur une fratrie, il n'y a pas un quart d'enfants atteints, c'est à chaque grossesse, il y a un risque sur 4 que les deux copies anormales soient transmises et que cet enfant soit sourd. Donc, le gène de la connexine 26 et le gène du syndrome de Pendred sont des gènes qui se transmettent comme ça. Donc, en général, ces enfants ont éventuellement des frères et sœurs sourds ou des frères et sœurs entendants, mais ils ont deux parents entendants qui sont tous les deux porteurs d'une anomalie dans le même gène. Le gène de la connexine 26 et le gène du syndrome de Pendred étant deux gènes différents, un individu qui va avoir un gène de la connexine 26 anormal, mais l'autre copie normale, et un gène du syndrome de Pendred anormal, mais l'autre copie du gène du Pendred normal, va être parfaitement entendant. Il est porteur, mais étant donné qu'il a au moins une copie de chacun des gènes normal, il est entendant. Donc si deux parents qui ont deux causes de surdité différentes dues à deux gènes différents récessifs transmettent à leur enfant chacun une anomalie, mais dans deux gènes différents, si l'autre parent n'est pas par hasard lui-même porteur d'une anomalie dans le même gène, par exemple, il faut quand même être sûr que la personne qui a la surdité due à la connexine 26 n'est pas aussi, par hasard, complètement par hasard, comme un entendant porteur d'une anomalie dans le syndrome de Pendred, et que le conjoint qui a l'anomalie dans le syndrome de Pendred n'est pas porteur complètement par hasard d'une anomalie de la connexine 26. Si c'est le cas, si la personne qui a le Pendred a la connexine totalement normale et la personne qui a l'anomalie de la connexine a le Pendred totalement normal, ils n'auront que des enfants entendants qui seront tous porteurs d'une anomalie dans le gène de la connexine 26 et d'une anomalie dans le syndrome de Pendred, mais qui entendront parfaitement bien. Et on est tous porteurs des tas de choses. Moi, je suis peut-être porteuse d'une anomalie de la connexine 26 ou du syndrome de Pendred. J'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas d'enfant sourd, donc j'ai aucune raison de le faire. Il faut vous dire que pour la connexine 26, qui est le gène le plus fréquemment atteint dans les surdités de l'enfant, je répète, une cause sur 3 des surdités de l'enfant, de toutes les causes, génétiques ou pas, en France, il y a 3% de la population européenne entendante qui porte une copie anormale de ce gène et qui ne le savent pas, la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas d'enfants sourds. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un syndrome de Pendred et être aussi porteur d'une anomalie de la connexine 26 par hasard. Donc voilà. Donc la réponse est, en général, oui, sauf qu'il y a un petit bémol, il faut juste quand même vérifier que chacun n'est pas porteur sur le gène de l'autre. Une de nos adhérentes adultes a participé en 2009 à une recherche non interventionnelle avec collection biologique intitulée « Épidémiologie génétique des surdités dominantes non syndromiques sur DOM ». Des échantillons sanguins familiaux ont été envoyés pour cette étude il y a 5 ans. Qu'en est-il de ces échantillons sanguins familiaux envoyés il y a 5 ans, car aucun résultat ne semble avoir été transmis aux personnes concernées? Et sinon, est-ce qu'ils sont utilisés ultérieurement? Et doit-elle que doit-elle faire comme suivi à ces enfants de 28 et 24 ans qui ne sont pas atteints, mais ayant un fort potentiel familial? Alors, le protocole de recherche qu'on a appelé SURDOM, c'est un protocole qui a eu un financement par ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qui donne des financements à certains protocoles de recherche qui partent des hôpitaux. Donc, dans ce protocole, on a principalement
regroupé des cas familiaux pour lesquels on a stocké des prélèvements d'ADN et on a mis dans nos ordinateurs, dans notre base de données, les audiogrammes de ces personnes. Sur certaines de ces familles pour lesquelles on pouvait déjà imaginer quel était le gène atteint, on a fait ces recherches et si c'est le cas, on a remis le résultat positif en consultation, parce que ça c'est obligatoire de donner ces résultats en consultation, ou négatif parfois par courrier. Donc la personne, je ne sais pas si c'est moi qui ai vu cette famille ou si c'est un de mes collaborateurs en province, mais s'il y a eu des tests génétiques, au moins une personne de cette famille dont on a utilisé le prélèvement, si on a fait des tests parce qu'on se disait qu'on avait une idée déjà au départ de ce que ça pouvait être, elle a dû recevoir les résultats. Puisque moi, je tiens toujours au courant mes patients, à chaque étape. Soit je les revois parce que je trouve, soit je ne les revois pas, mais je leur envoie le résultat en leur disant que je vais continuer. Ces prélèvements vont être utilisés pour la première étape de la nouvelle technique dont je vous ai parlé, avec l'étude de plusieurs dizaines de gènes à la fois, puisque nous n'avions pas la possibilité financière de pouvoir faire tous ces tests pour chacune des familles avant d'avoir cette technique. C'est-à-dire que le financement qu'on a eu pour le projet SurDOM nous a servi à stocker les prélèvements, à extraire l'ADN des tubes de sang, à mettre les renseignements dans une base de données et à faire quelques tests génétiques pour quelques familles pour lesquelles on avait déjà une idée de ce que ça pouvait être. Il faut dire que beaucoup de gènes dans les surdités isolées de l'adulte sont des gènes pour lesquels on a très peu de renseignements cliniques. C'est-à-dire qu'ils ont été trouvés sur une seule famille dans le monde par un laboratoire de recherche. On ne sait parfois même pas ce que ça donne exactement, parce que beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde sont un peu déconnectés de la partie clinique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de centre de référence avec vraiment un clinicien, quelqu'un qui voit les gens, qui connaît la surdité vraiment. C'est parfois dans des pays où il y a peu de prise en charge, par exemple des pays en voie de développement ou sous-développés, et donc là on n'a même pas d'audiogramme dans la publication qui est faite, et donc on sait pas, on pourra pas nous avoir une idée d'aller tester ce gène-là si on le fait pas systématiquement, parce qu'on sait à peine ce que ça donne. On sait que ça donne une surdité puisqu'on nous le dit, mais on ne sait pas exactement ce que ça donne. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'audiogramme, il n'y a pas... Voilà, donc on n'a pas de moyen de s'orienter. Or, comme vous l'avez compris, il y a plein de gènes différents, donc c'est très difficile d'avoir, sauf pour certains gènes, hein, la quinzaine dont je parlais, une idée précise au départ. Il y a des gènes qui donnent exactement la même chose les uns par rapport aux autres, et il y a surtout beaucoup de gènes, surtout dans les surdités progressives de l'adulte, où on ne sait rien. Donc, tant qu'on n'aura pas fait cette étude systématique de rechercher une anomalie dans tous les gènes, on ne pourra pas savoir quelle est la fréquence, parce que, par exemple, le gène WA, je dis n'importe quoi, hein, il existe peut-être dans des populations du Pakistan, mais peut-être pas du tout en Europe. Ou à l'inverse, ce gène a peut-être été retrouvé par hasard dans une famille du Pakistan, mais il est peut-être super fréquent en Europe. Pour l'instant, on n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas eu cette étude systématique de recherche dans tous les gènes responsables de surdité, surtout de l'adulte. On l'a fait un peu pour les enfants, parce qu'on a commencé il y a beaucoup plus longtemps. On a une idée à peu près claire de ce qu'on trouve chez l'enfant, même s'il y a encore plein de choses à faire. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus encore énigmatique. Donc, grâce à cette puce, on va pouvoir reprendre toutes les familles qui ont été rentrées dans SurDOM, puisque ce sont des cas familiaux, donc on sait que c'est génétique, c'est certain, ça ne peut pas être autre chose. Il y a plusieurs personnes atteintes dans la famille. Et du coup, là, il y aura des résultats de déjà tous les gènes qu'on connaît. Peut-être on va aussi découvrir d'autres gènes grâce aux prélèvements qui nous ont été donnés par les familles dans ce cadre-là, puisqu'il y a encore beaucoup de gènes à découvrir qui ne sont pas connus aujourd'hui. Donc pour répondre à cette personne, rien n'est oublié. Tout est dans ma base de données
Et dans notre congélateur, pour les prélèvements, on a les audiogrammes. Donc, on rentre tous nos audiogrammes sur l'ordinateur. C'est un boulot énorme, mais c'est ça qui permet de faire de la recherche. De l'autre côté, ma collègue qui s'occupe du laboratoire, qui travaille tous les jours avec moi, a les prélèvements. Et donc, dès qu'on pourra, on donnera les résultats aux familles. Ça, il n'y a aucun souci. Ce qui est de la génération pour lequel on n'a pas encore le test génétique, etc., on ne sait pas pour ces enfants. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Il faut juste attendre qu'on ait ces résultats-là pour éventuellement proposer à ces enfants d'avoir un test génétique, parce que je ne sais pas s'ils le voudront d'abord, hein, savoir s'ils vont avoir une surdité qui va évoluer ou pas. C'est à eux de décider, c'est pas à nous. Et pouvoir dire on arrête la surveillance ou on n'arrête pas la surveillance. Mais tant qu'on n'a pas ces résultats-là, on ne peut pas le faire. Donc la bonne pratique veut qu'on continue à surveiller une fois par an l'audition. Une de nos adhérentes a effectué des examens et la recherche effectuée sur la mutation du gène de la connexine 26 a été négative. Mais les résultats n'excluaient pas la possibilité d'un autre type de maladie génétique. Pourquoi le test n'est-il pas effectué sur d'autres gènes? Et est-ce que vous effectuez de façon systématique de nouveaux tests sur tous vos échantillons? Et sinon, doit-on reprendre rendez-vous pour avoir de nouveaux tests? Alors, comme je l'ai dit, si on prend en fait les formes de surdité qui apparaissent pendant l'enfance, on a fait déjà beaucoup de travail sur beaucoup de gènes. Probablement, on a trouvé les plus fréquents et on sait qu'une surdité chez l'enfant est d'origine génétique dans 80% des cas. Donc c'est énorme. Et il y a plus de 40 gènes qui ont été découverts dans ces formes. Dans les surdités qui commencent chez l'adulte, on a trouvé à peu près le même nombre de gènes, mais ce qu'on ne sait pas, c'est chez une personne qui est toute seule à être sourde dans sa famille, il n'y a pas d'antécédent familial, quel est le pourcentage de formes génétiques. Ça, on ne sait pas encore pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de tester à l'aveugle tous les gènes, les uns après les autres, de surdité de l'adulte, parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Donc cette technique de puce avec plein de gènes à analyser d'un seul coup va nous permettre, on espère, d'avancer. Mais comme je l'ai dit, on commencera d'abord par les formes familiales, parce que là, ça va nous donner une idée de ce qu'on va pouvoir chercher en priorité chez les personnes qui ont une forme toute seule, ce qu'on appelle sporadique, pour lequel ils sont les seuls à être sourds dans la famille. Donc, en bref, à chaque étape, quand on fait un test génétique, je reprends le dossier avec ma collègue qui fait les tests au laboratoire et nous discutons de savoir, à chaque fois, est-ce qu'on a a priori peut-être d'autres idées. S'il y a une autre idée en fonction de ce que j'ai dit, la date d'apparition, l'existence d'acouphènes, de vertiges, la forme de la courbe, l'IRM, le scanner, plein de choses, tout le dossier, on reprend tout le dossier, et moi je dis à ma collègue, le docteur Jonard, je souhaiterais que tu continues sur cette analyse-là. Si j'ai pas d'idée, pour l'instant on s'arrête là, mais on perd rien. Et on sait dans notre ordinateur que c'est une forme non résolue et on ressortira ce dossier, soit parce qu'on va trouver un nouveau gène et qu'on va sélectionner les dossiers qui ressemblent à ce que présente la famille, on a trouvé ce nouveau gène, soit quand on va avoir les résultats des études familiales grâce à la puce. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas, parce que le temps passe vite, on a mis en évidence un nouveau gène dans les surdités de l'enfant qui s'appelle la stéréocyline et qui donne, comme la connexine 26, une surdité tout à fait isolée qui commence très tôt dans l'enfance, mais cette surdité n'est que d'importance moyenne. Ça ne peut pas donner de surdité profonde, c'est quelque chose de très stable. On a monté ce diagnostic qui est très difficile à faire sur le plan technique, mais j'ai repris parmi mes 8000 dossiers tous les patients pour lesquels nous n'avions pas trouvé la cause et qui répondaient aux critères surdité à la naissance ou très tôt, moyenne, stable, sans malformation de l'oreille interne, pouvant être récessive, c'est-à-dire
avec 2 parents qui entendaient. On a repris tous nos dossiers. Tous les prélèvements sont passés les uns après les autres. Et on en a trouvé 15%. Et donc, il y a des gens que je reconvoque 10 ans après, en leur disant, voilà, j'ai trouvé quelle est la cause de la surdité de tel enfant. Voilà. Donc, comme quoi, on n'oublie pas. C'est donc très important de venir vous voir, même s'il n'y a pas de traitement immédiat. Alors, venir en consultation génétique, ça permet donc plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, pour vous résumer, quand c'est une forme congénitale ou précoce, pendant l'enfance, j'arrive à trouver la cause sans la puce, hein, donc je n'ai pas encore les résultats de notre super puce, 6 fois sur 10. Donc c'est pas mal quand même. Dans les formes progressives de l'adulte, je dois en être à peu près à 20%, à peu près. De forme quand la personne est toute seule hein, dans sa famille à être atteinte. J'arrive à trouver la cause à peu près, oui, on va dire dans 20% des cas. Mais sans la puce. Avec la puce, on espère être bien meilleur. Et je pense que c'est important de faire cette démarche parce que il suffit que cette puce se mette à fonctionner bien, que voilà, on va pouvoir dans un an être beaucoup plus opérationnel et avoir plus de résultats. C'est vraiment ce qu'on espère avec cette nouvelle technique. Et puis, comme je vous l'ai dit, la recherche avance. Il va y avoir des protocoles probablement dans une dizaine d'années, j'espère, pour essayer de faire des essais thérapeutiques. Si on ne sait pas quelle est la cause de la surdité de cette personne, on ne pourra pas lui proposer ces essais. Il faudra forcément passer par la détermination de la cause pour passer par un essai sur les cellules ciliées ou sur tel gène. Si on ne sait pas quelle est la cause de votre surdité, on ne va pas vous proposer de rentrer dans un protocole d'essai thérapeutique. Ce n'est pas possible. Donc ça a cet intérêt aussi de centraliser toutes les informations au niveau d'un seul centre qui est spécialisé pour l'avenir. Et puis je voudrais dire aussi que y a, comme je vous l'ai dit, des surdités syndromiques où il y a des signes qui apparaissent secondairement. Et donc c'est important de me tenir au courant, de tenir au courant le généticien qui a vu la personne, d'évolution sur le plan général, sur d'autres organes. Je vous prends un exemple. Il y a par exemple une surdité qui est là à la naissance, mais qui peut aussi apparaître un peu plus tard, qui va donner un peu après, décalé forcément, ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne primitive. C'est-à-dire que chez les jeunes filles ne vont pas déclencher leur puberté, enfin elles vont pas avoir de règles, ou alors elles vont avoir des règles très chaotiques, et elles vont avoir beaucoup de mal pour avoir des enfants. On pourrait penser que ça n'a aucun lien chez une jeune fille qui est sourde. Hein, c'est pas toujours une surdité profonde, hein, c'est même rarement une surdité profonde. Elle apparaît pendant les premières années de vie ou même un petit peu plus tard. Si moi j'ai vu cette enfant quand elle avait 5 ans, je peux pas deviner qu'elle va avoir des problèmes de procréation quand elle en a 20 ou 25. Si on ne fait pas le lien, on va passer à côté de ce qu'on appelle un syndrome de Péro. Et c'est un gène qui a une action au niveau des 2 organes, au niveau des ovaires et au niveau de l'oreille. Et nous, on vient de participer à la découverte de 5 gènes pour cette même pathologie. Mais parce que c'est une collaboration entre des services d'endocrinologie adulte et de difficultés des gens qui voient les couples qui ont des difficultés de procréation et moi. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de dossiers en commun et donc on s'est dit mais voilà, ça correspondrait à ça, comment on peut faire. On a commencé les études familiales, on va bientôt faire des tests pour les cas isolés pour lesquels il y a une seule fille atteinte. Et figurez-vous que chez les garçons, ça ne donne qu'une surdité. Donc si je ne sais pas, si le jeune homme ne me tient pas au courant que sa sœur qui est sourde ne peut pas avoir des enfants, moi, je ne vais pas découvrir qu'il a un syndrome de Péro. Donc c'est absolument indispensable de tenir au courant des évolutions. Voilà. Parce qu'on peut découvrir d'autres choses. Et ça, c'est
C'est directement avec des conséquences, hein, parce que on sait comment évolue et la surdité et les problèmes ovariens dans cette forme de surdité du syndrome de Péraud. Tous ces tests sont pris en charge par l'assurance maladie actuellement? Alors, les tests de routine, c'est un test de biologie, donc c'est pris en charge par la Sécu et les mutuelles comme un test de biologie classique. Il y a une cotation et c'est remboursé par la Sécu avec une part mutuelle comme n'importe quel prélèvement sanguin. Et les tests qui, par exemple, sont des tests plus de recherche comme la puce, etc., ils ne sont pas du tout facturés. Parce que de toute façon, ils ne sont pas à la nomenclature de la sécurité sociale. Donc à partir du moment où c'est pas facturé, nous on ne facture pas, c'est pas reconnu, c'est pas pris en charge par la Sécu, nous on le facture pas aux patients. C'est dans le cadre de l'activité du laboratoire et de financement qu'on va trouver autrement en répondant à des appels d'offres de recherche par exemple, ou en prenant sur la dotation générale du laboratoire, ce qui nous pose des problèmes parce que ça coûte cher, mais on va pas facturer ça aux patients. C'est clair. Et les consultations, c'est des consultations de spécialité, donc c'est des consultations hospitalières prises en charge comme d'habitude. Hein. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Donc concrètement, si on veut venir vous voir, c'est au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou au sein de l'Institut Imagine? Voilà, alors si c'est pour un enfant, avant 15 ans, on va dire, c'est à l'Institut Imagine, à l'hôpital Necker. Et si c'est pour un adulte, qu'il ait eu une surdité à la naissance ou qu'il ait une surdité progressive, c'est au sein du service de génétique de la Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup. De rien.